Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'année. Je vous souhaite tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. J'espère vraiment que tous vos projets, votre santé, la réussite, la joie vraiment abondent dans votre vie. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes et motivées à attaquer cette nouvelle année. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui nous concerne toutes, ces fameuses résolutions de début d'année. Tu sais, celles qu'on écrit dans un carnet tout neuf, avec une belle écriture et une motivation à toute épreuve avant de les oublier dans un tiroir dès qu'on attaque février. Donc on connaît tout ce moment où la motivation s'essouffle plus vite qu'une session de sport après les fêtes. Mais alors pourquoi c'est si compliqué de tenir ces bonnes résolutions ? Est-ce qu'on est condamné à les voir s'évaporer comme un vœu ? Eh bien non, rassure-toi, on va explorer ça ensemble. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on n'est pas nul ou faible. En fait, il y a un tas de mécanismes dans notre cerveau qui sabotent nos efforts sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Par exemple, le biais d'optimisme, on se dit « Cette année, je vais faire du sport 5 fois par semaine, lire un livre par mois, apprendre l'espagnol, en regardant une série Netflix, etc. etc. » Et on oublie complètement qu'on n'a pas 36 heures dans une journée. Il y a aussi le biais de gratification immédiate. Notre cerveau est programmé pour privilégier ce qui nous fait plaisir maintenant plutôt que ce qui paiera sur le long terme. Donc forcément, la tablette de chocolat l'emporte souvent sur l'envie d'un ventre plat en juin. Ajoute à ça un environnement souvent peu favorable, des journées chargées, des enfants qui réclament un boulot prenant et hop, tes objectifs y passent au second plan. Le pire dans tout ça, c'est qu'on se juge. On se dit « je manque de discipline, je ne suis pas assez motivée, ce n'est pas pour moi ». Alors que la vérité, c'est qu'on n'a juste pas les bons outils et qu'on ne comprend pas toujours comment fonctionnent nos pensées, nos habitudes ou même notre cerveau. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va reprendre le contrôle. Parce que non, tu n'es pas condamné à abandonner tes rêves ou à vivre sur des peut-être l'année prochaine. Non, cette année, on va poser des bases solides. Alors, au programme, dans cet épisode, on va comprendre ce qui motive vraiment ton cerveau et comment tu peux l'utiliser à ton avantage. On va voir comment transformer tes intentions en actions concrètes parce que les belles idées, ça ne suffit pas. Et on va parler de résilience, de comment surmonter les moments où tout te semble difficile. Spoiler alerte, c'est normal d'avoir des coups de mou. Et enfin, on va construire une routine énergétique et un environnement qui soutiennent tes objectifs. Donc si tu as envie de faire cette année celle où tu arrêtes de te saboter, où tu avances pour de vrai et où tu te sens aligné avec toi-même, reste bien avec moi, on démarre maintenant. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qui nous motive vraiment ? La motivation, c'est cette énergie mystérieuse qui nous pousse à nous dépasser certains jours et qui semble totalement absente d'autres. Pourquoi est-ce qu'un jour, on est capable de faire une to-do list longue comme le bras et le lendemain, on reste scotché au canapé avec Netflix ? La réponse se trouve dans notre cerveau et c'est là que la science devient fascinante. La motivation, c'est avant tout une affaire de chimie cérébrale. L'acteur principal ici, c'est la dopamine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dopamine n'est pas seulement l'hormone du plaisir. En réalité, c'est surtout l'hormone de l'anticipation. Elle est libérée quand ton cerveau détecte qu'il y a une récompense possible au bout d'un effort. Par exemple, quand tu te dis « si je vais courir aujourd'hui, je vais me sentir fière et en forme », ton cerveau libère un petit shoot de dopamine. Mais attention, si la récompense est trop loin ou trop floue, par exemple un jour je serai en bonne santé, ton cerveau s'essouffle. Il a besoin de gratification immédiate. C'est pour ça que les petits objectifs concrets et atteignables sont si importants. Si tu te dis « je vais courir 10 minutes aujourd'hui », ton cerveau voit une victoire proche et libère de la dopamine pour te motiver. En revanche, si tu te fixes un objectif énorme et abstrait comme « je veux perdre 10 kilos », il risque de paniquer car la récompense semble inatteignable. Je te donne un petit exemple. Imagine que tu as décidé de méditer tous les jours. Si ton objectif est vague, je veux être plus zen par exemple, ton cerveau ne sait pas où trouver sa récompense. Mais si tu te dis, je vais méditer 5 minutes ce soir et après je boirai une tasse de thé que j'adore, tu as créé une boucle de motivation. Ton cerveau, il anticipe déjà le plaisir du thé et la méditation devient plus facile à accomplir. La motivation peut venir de 2 endroits, de toi-même, donc elle est intrinsèque, ou de l'extérieur, elle est extrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est ce qui vient de l'intérieur, de tes valeurs, de tes passions. Par exemple, si tu fais quelque chose parce que ça te fait plaisir ou parce que ça a du sens pour toi.
Tu écris parce que tu aimes créer. Tu fais du sport parce que tu te sens vivante après. Ou tu apprends une langue parce que tu rêves de voyager, de rencontrer des gens. Cette forme de motivation est plus puissante car elle te donne de l'énergie sur le long terme. Mais attention, elle peut parfois être difficile à déclencher si tu es fatigué ou si tu te sens déconnecté de tes envies profondes. Petit exemple. Si ton objectif est de manger plus sainement, la motivation intrinsèque pourrait être « je veux prendre soin de mon corps parce que j'ai envie d'être en pleine santé pour jouer avec mes enfants ». Ici, l'envie vient de toi et ça touche une valeur forte qui est l'amour pour ta famille. Ensuite, il y a la motivation extrinsèque. C'est le coup de pouce extérieur. C'est la motivation qui vient des récompenses ou des pressions extérieures comme l'argent, les compliments ou même le fait de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Par exemple, tu peux faire du sport parce que tu veux que ton entourage te félicite. Tu apprends une compétence pour pouvoir décrocher une promotion au travail, etc. Elle fonctionne bien, mais à court terme. Mais elle s'essouffle très rapidement si elle n'est pas soutenue par des motivations plus profondes. Par exemple, une fois que tu as reçu ton compliment ou ta récompense, l'effort peut te sembler moins intéressant. Un petit exemple, si tu t'inscris à une salle de sport parce que ta meilleure amie t'a mise au défi, ça c'est de la motivation extrinsèque. Ça peut te faire démarrer, mais à un moment donné, il faudra que tu trouves une raison plus personnelle pour continuer. Le but, ça va être de combiner les deux pour maximiser ton énergie. Ce qui est intéressant, c'est que la motivation intrinsèque et extrinsèque ne sont pas en opposition. En fait, elles peuvent se compléter. Donc, parfois, une motivation extrinsèque comme un défi ou une récompense peut t'aider à démarrer et ensuite ta motivation intrinsèque prend le relais. Exemple, supposons que tu veux te mettre à écrire un journal chaque soir. Motivation extrinsèque, ça peut être que tu te fixes une récompense après 7 jours consécutifs. Par exemple, un soin en institut. Motivation intrinsèque, ça va être en écrivant régulièrement, tu te rends compte que ça te fait du bien, que tu clarifies tes pensées, que tu te sens plus légère. Tu continues parce que ça te nourrit intérieurement. Je voudrais juste qu'on voit un petit piège, c'est le tout ou rien. C'est vraiment un autre grand problème de la motivation. C'est quand vraiment on a tendance à la voir comme un interrupteur. Soit tu es motivé, soit tu ne l'es pas. Mais en réalité, la motivation, elle fluctue. Ce n'est pas grave si tu n'es pas toujours au top. Ce qui compte, c'est d'avoir un système en place pour avancer, même quand la motivation, elle baisse. C'est là, en fait, que les routines, les habitudes et les petits pas entrent en jeu. Exemple, si tu te fixes comme objectif de lire un livre par mois, il y aura des jours où tu n'auras pas envie. Mais si tu t'es créé une habitude de lire 5 pages avant de te coucher, tu continues malgré tout et ça te rapproche de ton objectif. Donc la motivation, c'est comme une étincelle. Elle peut apparaître soudainement, mais pour qu'elle dure, il faut l'entretenir avec des actions concrètes et des récompenses claires. Comprendre comment fonctionne ton cerveau te permet de contourner les pièges, de trouver ce qui te motive vraiment et de ne plus te blâmer quand tu ressens une baisse de régime. Alors la prochaine fois que tu te fixes un objectif, pense à ces 2 questions. Qu'est-ce qui me motive profondément à l'intérieur ? Comment puis-je rendre la récompense claire et accessible pour garder mon cerveau engagé ? Donc dans la prochaine partie, on va parler d'un outil puissant pour transformer cette motivation en action concrète. Alors avoir de bonnes intentions, c'est bien, mais agir, c'est mieux. On a tout été là. On se fixe des intentions nobles comme « je vais prendre soin de moi cette année »,« je vais enfin me remettre au sport » et puis quelques semaines plus tard, rien n'a changé. Pourquoi ? Parce qu'une intention, aussi forte soit-elle, ne garantit pas que tu vas passer à l'action. Donc dans cette partie, on va explorer pourquoi cet écart existe et surtout comment le combler. Parce que ce n'est pas qu'une question de volonté insuffisante, mais plutôt de stratégie. Et ça, c'est une bonne nouvelle car des stratégies, on peut en apprendre et les appliquer. Alors déjà, pourquoi les intentions ne suffisent pas ? On va essayer de comprendre pourquoi. Lorsque tu te fixes une intention, tu engages une partie du cerveau appelée le cortex préfrontal qui est responsable de la planification et des décisions. Mais cette même partie du cerveau est en constante compétition avec ton système limbique qui gère les envies immédiates et les comportements automatiques. Prenons un exemple. Tu te fixes comme intention de manger plus sainement. À ce moment-là, ton cortex préfrontal est tout excité. Il te dit « oui, on va cuisiner, faire des salades, tout va être parfait ». Puis quand tu es fatigué après une longue journée, c'est ton système limbique qui prend le dessus te disant « commande une pizza, ce sera plus simple ». Le problème ici n'est pas ton manque de volonté, mais le fait que ton cerveau favorise toujours les comportements qui nécessitent le moins d'efforts ou qui apportent une gratification immédiate. Pour surmonter cela, tu dois réduire au maximum les frictions entre ton intention et ton action. Voici des stratégies pour transformer une intention en action. D'abord, rends tes intentions concrètes et spécifiques. Si tes intentions sont trop vagues, ton cerveau ne sait pas quoi faire avec elles. Par exemple, faire du sport, c'est trop général. Mais si tu te dis « je vais courir 20 minutes lundi matin à 7 heures dans le parc près de chez moi », ton cerveau a une direction claire.
Et ça, c'est ce que je fais avec mes clientes au coaching, qui arrivent souvent avec des objectifs trop vagues. Je veux être heureuse, je veux lâcher prise, etc. Et bien en fait, après, avec les séances de coaching, on apprend justement à avoir des objectifs très spécifiques. Une étude menée à l'université de Yale a montré que les personnes qui détaillent précisément quand, où et comment elles vont agir sont 3 fois plus susceptibles de passer à l'action que celles qui se contentent d'intentions vagues. Donc, petit exercice. Écris une intention que tu veux réaliser cette semaine et transforme-la en action concrète. Exemple, intention, je vais lire davantage. L'action concrète, ça va être je vais lire 10 pages de mon livre chaque soir après avoir mis ma fille au lit, par exemple. Ensuite, il faut que tu crées des déclencheurs pour ancrer tes habitudes. Parce que ton cerveau adore les associations. Si tu associes une nouvelle action à une habitude déjà existante, tu facilites ton intégration dans ta routine. Exemple, si tu veux méditer, associe cette action au moment où tu poses ta tasse de café le matin. Si tu veux écrire dans ton journal, fais-le juste après avoir brossé tes dents le soir. Cette technique s'appelle l'empilement d'habitudes, popularisé par James Clear dans son livre Atomic Habits. Ensuite, il faut que tu rendes les actions faciles et accessibles. Quand une tâche te paraît trop grande ou trop compliquée, ton cerveau va naturellement procrastiner. Donc divise tes intentions en micro-actions simples et atteignables. Donc je reprends l'exemple de si tu veux te mettre au sport, ne te fixe pas comme objectif de faire une séance d'1 heure. Commence par 5 minutes d'étirement ou une petite marche. Une fois que tu es lancé, il sera plus facile d'en faire davantage. Et enfin, je dirais qu'il faut éliminer les distractions et les tentations, parce que ton environnement joue un rôle énorme dans ta capacité à passer à l'action. Si tu veux cuisiner des repas sains, mais ton placard est rempli de chips, de biscuits, devine ce qui va se passer. Donc, exercice que je peux te proposer, c'est de faire un audit de ton environnement. Qu'est-ce qui pourrait te distraire, te décourager dans la réalisation de tes intentions? Ensuite, réorganise ton espace pour que la bonne action soit la plus simple et la plus accessible. Enfin, n'oublie pas le suivi de tes progrès, parce que c'est un outil puissant qui te permet de rester engagé. Pourquoi ? Parce que chaque petite victoire envoie un signal positif à ton cerveau et libère de la dopamine, comme on a dit, en renforçant ainsi ton envie de continuer. Donc pour cela, il faut mesurer tes actions et pas seulement les résultats. Souvent, on pense trop aux résultats et on ne voit pas les petites étapes qu'on a fait en chemin. Par exemple, ne te concentre pas sur uniquement perdre du poids, écrire un livre, réussir un projet, mais vraiment toutes ces actions quotidiennes qui vont compter. Donc, je reprends l'exemple du sport. Si tu veux te remettre au sport, ne mesure pas uniquement les kilos perdus, mais aussi le nombre de jours où tu as bougé. Donc, tu peux à chaque fois faire une croix, à chaque fois que tu as fait du sport, par exemple, sur un calendrier pour que ce soit visuel. Tiens, tu peux aussi tenir un journal ou une checklist. Par exemple, note chaque jour ce que tu as accompli. Donc ça, c'est ce que je propose aussi dans le journal Femmes Heureuses. Tous les soirs, je propose de noter ce qu'on a accompli dans la journée, ce pourquoi on en est fier. Même si c'est une petite action, par exemple, tu as médité 3 minutes ou bu un verre d'eau en te levant, écris-le. Ce sont des petites victoires qui te rappellent que tu avances. N'hésite pas à noter donc chaque jour tes intentions. Donc je veux par exemple me sentir plus en forme. Et en dessous, tes actions. J'ai fait faire une promenade de 10 minutes chaque matin. Donc n'oublie pas que les habitudes sont comme un pilier de la transformation. Ce qui transforme réellement ta vie, ce ne sont pas les grandes actions, comme je t'ai dit, ponctuelles, mais vraiment ces habitudes que tu installes dans ton quotidien. Et une fois qu'une action devient automatique, tu n'as plus besoin de motivation pour la faire. Donc en petit exercice encore, utilise la règle des 1%. Pose-toi cette question, quelle petite action, si je la répète chaque jour, pourrait améliorer ma vie de 1%? Ça peut être boire un verre en se levant, lire 2 pages d'un livre chaque soir, remercier une personne chaque jour. En fait, sur une année, ces petites actions cumulées font une différence immense. Donc, réduire l'écart entre tes intentions et tes actions, c'est comme construire un pont en fait. Chaque brique compte. Clarifier ton objectif, créer des déclencheurs, simplifier tes actions, suivre tes progrès. Et surtout, rappelle-toi que la constance est bien plus importante que la perfection. Et si tu fais un pas chaque jour, aussi petit soit-il, tu avances. Alors, quelle sera la prochaine petite action que tu vas poser pour transformer une de tes intentions en réalité ? Maintenant, j'aimerais qu'on parle de résilience et de développer un mental résilient face aux défis. La résilience, je le rappelle, c'est la capacité à rebondir après les difficultés, à s'adapter quand tout semble s'effondrer autour de toi. Et si l'année qui commence est une toile blanche remplie de promesses, elle apportera aussi des imprévus, des défis, voire des échecs. Ce n'est pas négatif, c'est simplement la vie. Alors, comment rester debout quand les vents contraires soufflent ?
C'est là qu'intervient la résilience mentale. Dans cette partie, on va explorer comment le cerveau gère le stress, les neurosciences derrière la résilience et les outils pratiques pour cultiver cette force intérieure. Parce qu'un mental résilient, ça ne se devine pas, ça se construit. Donc pour comprendre la résilience, il faut d'abord comprendre comment ton cerveau réagit face au stress. Quand tu es confronté à une difficulté, c'est ton cerveau limbique, en particulier ton amygdale, qui s'active. C'est cette petite partie du cerveau qui gère les réponses automatiques de combat, fuite ou paralysie. Le problème, c'est que ton amygdale peut facilement s'emballer. Face à une critique ou un échec, elle peut réagir comme si tu faisais face à un danger de vie ou de mort. Résultat, tu te sens envahi par le stress, incapable de réfléchir calmement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est malléable grâce à la neuroplasticité. J'en ai déjà parlé dans les autres épisodes du podcast, mais cela signifie que tu peux entraîner ton cerveau à mieux réagir face aux défis, à activer le cortex préfrontal, la partie rationnelle et calme de ton cerveau, au lieu de te laisser submerger par l'amygdale. Donc un petit exercice pratique, ça va être d'apaiser ton système nerveux avec la respiration. Respiration profonde et contrôlée est l'un des moyens les plus simples pour calmer ton amygdale et réactiver ton cortex préfrontal. Ça, je t'en ai déjà parlé. Donc inspire profondément pendant 4 secondes. Retiens ton souffle pendant 4 secondes. Puis expire lentement pendant 6 secondes. Fais cela pendant 1 à 2 minutes et tu ressentiras immédiatement une baisse de tension. Une autre technique pour cultiver la résilience mentale, ça va être de reprogrammer ton cerveau avec des affirmations et la visualisation. La reprogrammation mentale, ça consiste en fait à remplacer les pensées limitantes ou négatives par des schémas de pensée plus constructifs. Exemple, tu échoues dans un projet. Au lieu de penser « je ne suis pas faite pour ça », reprogramme ta pensée en disant « cet échec est une opportunité d'apprendre et de m'améliorer ». En fait, les neurosciences montrent que les affirmations positives répétées activent le cortex préfrontal en réduisant l'activité de l'amygdale. Mais attention, il ne s'agit pas de se répéter des phrases vides de sens. Il faut que tu visualises également ce que tu veux accomplir, car ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc cela te prépare mentalement à surmonter les obstacles. Tu peux aussi réinterpréter les échecs comme des apprentissages. La gestion des échecs est au cœur de la résilience. Ce n'est pas l'échec en lui-même qui t'arrête, mais l'interprétation que tu en fais. Les psychologues appellent cela le recadrage cognitif. C'est l'art de voir les défis sous un autre angle. Je reprends l'exemple que si tu imagines que tu prépares un projet, mais que cela ne fonctionne pas comme prévu. Plutôt que de te dire « je suis incapable », change ton discours intérieur. Qu'est-ce que cet échec m'apprend sur ce que je peux améliorer ? Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré donc que les personnes qui perçoivent les échecs comme des opportunités d'apprentissage développent une plus grande résilience et atteignent plus facilement leurs objectifs à long terme. Ensuite, je t'invite aussi à développer des micro-routines de résilience. Parce que la résilience, ce n'est pas seulement une réaction face aux grands défis, c'est aussi ce que tu fais au quotidien pour renforcer ton mental. Les micro-routines, ces petites habitudes régulières, agissent comme des muscles de résilience. Exemple, écrire chaque soir 3 choses positives de ta journée peut entraîner ton cerveau à chercher le positif, même dans les moments difficiles. Prendre 5 minutes chaque matin pour te demander quelles sont mes priorités aujourd'hui. Ces petites actions renforcent ta capacité à gérer les imprévus et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Enfin, quand les choses deviennent difficiles, dis-toi qu'il est naturel de ressentir des émotions négatives, comme la peur, la colère ou la frustration. Mais au lieu de les ignorer ou de les combattre, il est essentiel d'apprendre à les accueillir et à les gérer. Des études en psychologie montrent que nier ou refouler ces émotions augmente le stress à long terme. Par contre, les accepter permet de les désamorcer. Donc, si tu te sens submergé, dis-toi simplement, c'est normal de ressentir cela. Cela ne définit pas qui je suis. Si tu te sens stressé par un projet qui tarde à avancer, au lieu de te dire « je ne devrais peut-être pas stresser », accepte ce stress. Dis-toi plutôt « ok, je suis stressé, c'est normal, je m'attaque à quelque chose de nouveau et c'est stimulant. C'est un signe que j'ai besoin de prendre une petite pause pour respirer et revenir avec un esprit plus clair. » C'est en accueillant cette émotion sans la juger que tu peux la laisser se dissiper plus rapidement et moins l'intensifier par une réaction émotionnelle automatique. Donc une fois que tu as accepté tes émotions, il est important de les comprendre. Pourquoi tu te sens stressé, en colère ou déprimé ? Souvent, ces émotions sont déclenchées par des pensées ou des croyances limitantes. Les neurosciences montrent que nos émotions sont souvent le fruit d'une interprétation de la réalité plutôt de la réalité elle-même.
Les croyances limitantes qui te disent que tu n'es pas assez bonne ou que tu vas échouer déclenchent des émotions de peur ou de frustration. Reprogrammer tes pensées est donc essentiel pour transformer ces émotions. Donc exemple, imaginons que tu sois en train de préparer une présentation importante et que la peur de l'échec te paralyse. La première étape est d'accepter cette peur. Ensuite, tu peux identifier d'où vient cette peur. Peut-être est-ce qu'il y a une croyance que tu as développée depuis longtemps. Je n'ai jamais été bonne en public. Une fois que tu as mis le doigt sur cette croyance, tu peux commencer à la challenger. Par exemple, en réalité, j'ai des ressources pour bien préparer ma présentation et je peux m'améliorer à chaque fois. En fait, cela permet de réduire l'intensité de la peur et de la rendre plus gérable, voire de la transformer en une énergie constructive. La peur, c'est souvent perçu comme négatif, mais elle peut en réalité être une source formidable de motivation si tu sais l'apprivoiser. La peur, c'est souvent une réaction naturelle face à l'inconnu. Ce qu'elle veut te dire, c'est que tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort et c'est exactement ce que tu dois faire si tu veux grandir. La clé ici est de changer ta perspective. La peur peut être vue comme un menteur, une invitation à passer à l'action plutôt qu'un obstacle à éviter. Donc quand tu sens un obstacle face à un défi, prends un moment pour réfléchir à la raison de cette peur. Peut-être c'est la peur de l'échec ou la peur du jugement. Une fois que tu as identifié cette peur, redirige-la vers une chose de positif. Par exemple, je ressens de la peur, mais cela signifie que ce projet est important pour moi et cela va me pousser à me dépasser. Tu peux même transformer cette peur en une affirmation positive. Par exemple, la peur est mon allié, elle m'indique que je suis sur la bonne voie. Enfin, j'aimerais qu'on arrive à gérer la frustration. Parce que la frustration, c'est une émotion courante lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou quand tu as l'impression que les résultats n'arrivent pas assez vite. Cette émotion peut être particulièrement forte lorsqu'il y a un écart entre tes attentes et la réalité. Mais comme le stress et la peur, la frustration peut être gérée de manière plus constructive si tu adoptes une bonne stratégie. Par exemple, au lieu de la voir comme une fin en soi, considère-la comme un signal que quelque chose doit être ajusté ou amélioré. Ça peut être une occasion de réévaluer tes attentes et de voir si elles sont réalistes. Parfois, il est utile de revoir tes objectifs et de les ajuster en fonction de tes circonstances. Si tu as échoué à atteindre un objectif, au lieu de te dire « je suis nul, je vais jamais y arriver », reformule cette frustration. Ce n'est qu'un obstacle temporaire et chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Je vais réévaluer ma stratégie et continuer. Les neurosciences expliquent que plutôt que de ruminer la frustration, la réinterprétation des événements négatifs en leçons d'apprentissage, comme je t'ai dit, renforce ta résilience mentale. Donc chaque fois que tu fais face à un échec, tu développes une plus grande tolérance à l'incertitude et une capacité à gérer l'adversité. Maintenant, j'aimerais qu'on voit comment développer une routine énergétique adaptée à ton mode de vie. L'énergie, c'est ton carburant. Tu peux avoir des objectifs clairs, comme on a dit, une motivation débordante et une stratégie en béton, mais si ton niveau d'énergie est au plus bas, tu n'iras pas loin. Et là, soyons réalistes. Il ne s'agit pas uniquement de quantité d'énergie, mais de qualité. Si tu te sens fatigué, stressé ou éparpillé, même la tâche la plus simple devient une montagne. Alors qu'avec une bonne énergie, physique, mentale et émotionnelle, tu avances avec clarté et efficacité. Mais attention, on ne parle pas ici d'énergie linéaire. Ton énergie fluctue selon les moments de la journée, ton cycle menstruel, tes activités, ta situation de vie. Et c'est là que les routines énergétiques entrent en jeu. Une routine bien pensée t'aide à recharger tes batteries, à canaliser ton énergie là où elle est nécessaire et surtout à éviter l'épuisement. Donc, créer ta routine énergétique, c'est vraiment l'importance de l'adaptabilité. Avant de rentrer dans les détails, il faut lever une idée reçue. Il n'existe pas une routine universelle qui fonctionne pour tout le monde. Ta routine doit s'adapter à toi, à ton mode de vie et à tes contraintes actuelles. Tu es maman avec des enfants en bas âge? Peut-être que tes matinées sont chaotiques pour une routine matinale. Tu travailles en horaire décalé, donc ta routine doit s'organiser autour de tes plages de repos. Tu es peut-être dans une période de transition ou de stress. Là, ta routine peut être plus légère et c'est totalement OK. Le but, en fait, est de construire quelque chose qui te correspond sans culpabilité et cette routine peut évoluer avec le temps. On va voir les piliers d'une routine énergétique efficace. Tout d'abord, ça va être l'énergie physique. C'est bouger pour te recharger. Le mouvement, en fait, est essentiel pour stimuler ton énergie physique, mais inutile de viser des entraînements extrêmes. Ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est la régularité et le plaisir. Je te donne un exemple. Si tu as peu de temps, essaie de me faire une marche rapide de 10 minutes en écoutant un podcast ou de la musique motivante. Si tu as une pause dans la journée, fais quelques petits étirements, une petite session de yoga pour relâcher les tensions. Si tu te sens fatigué, remplace un entraînement intense par une session douce comme des exercices de respiration, une promenade en pleine nature, etc.
Les études montrent que le mouvement régulier augmente la production d'endorphines, ces hormones qui boostent ton bien-être tout en améliorant ton niveau d'énergie global. Ensuite, il y a l'énergie mentale. Ça aide de clarifier ton esprit. L'énergie mentale est souvent dispersée par les distractions, le multitâche et la charge mentale. Pour la préserver, il faut des moments de recentrage. Donc, je te donne quelques petits exemples. Par exemple, le matin ou à un autre moment, tu t'adaptes bien évidemment à toi, à ton quotidien. Prends 2 à 5 minutes pour te poser et respirer consciemment. Cela aide ton cerveau à se focaliser. Note tes priorités du jour sur un carnet ou une appli pour éviter de te sentir submergé. Et si ta journée est chaotique, essaye des mini-pauses de 30 secondes pour simplement te recentrer. Les neurosciences montrent que ces pauses régulières réduisent l'activité de l'amygdale, comme je t'ai dit, qui est responsable du stress, et augmentent celle du cortex préfrontal qui gère la concentration et la prise de décision. Et enfin, il y a l'énergie émotionnelle. C'est arriver à cultiver un état d'esprit positif. Parce que ton énergie émotionnelle est directement liée à ton état d'esprit. Quand tu es dans un bon état émotionnel, tu es plus productive, créative et résilient. Donc, je te donne quelques petits exemples que tu pourrais faire. Par exemple, chaque matin, prends 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ou le soir. Même une petite chose, comme un bon café, ça peut suffire. N'oublie pas de faire un check-in émotionnel. Demande-toi comment tu te sens, ce dont tu as besoin pour te sentir mieux. Et intègre des moments de plaisir dans ta journée, même si cela dure que quelques minutes, comme écouter une chanson qui te motive, appeler une amie ou lire quelques pages d'un livre. Les études en psychologie positive montrent que cultiver la gratitude et les émotions positives vont renforcer non seulement ton moral, mais aussi ta capacité à faire face au stress. Je te donne un petit exemple de routine énergétique, mais vraiment, il faut que tu l'adaptes. N'oublie pas que c'est qu'un modèle, que tu dois l'adapter à ton rythme et à tes besoins. Le matin, si c'est possible, essaye de respirer 5 minutes ou de faire de la méditation pour commencer la journée dans le calme, de boire un verre d'eau, une boisson chaude pour hydrater ton corps et ensuite de faire quelques rapides mouvements comme quelques étirements, de la marche ou de la danse si tu en as la possibilité. Pendant la journée, n'hésite pas à intégrer une pause de 10 minutes toutes les 90 minutes pour te recentrer, boire de l'eau, respirer, etc. Prendre des pauses si c'est possible, dans ton travail si tu peux le faire. Et de réfléchir, est-ce que mes actions actuelles sont alignées avec mes priorités d'aujourd'hui ? Alors, refaire un petit bilan petit à petit, c'est revoir ta trajectoire. Et les soirs, n'hésite pas à faire une déconnexion digitale 30 minutes avant de dormir parce que la lumière bleue des écrans, c'est vraiment l'ennemi du sommeil. Et si tu peux aussi, 5 minutes pour écrire tes réussites de la journée et ce que tu veux améliorer demain. Mais je le rappelle, le mot-clé, c'est aucune culpabilité. Si ta routine est chamboulée par un imprévu ou une période plus intense, c'est normal. Tu peux la reprendre demain ou l'adapter en fonction de ce que tu vis. L'essentiel, c'est la régularité sur le long terme et le fait qu'elle te serve sans jamais devenir une source de stress supplémentaire. Souviens-toi, ta routine est ton outil, pas une contrainte. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, ajuste-la. L'important, c'est de préserver ton énergie pour avancer vers tes objectifs sans t'épuiser ni te juger. Enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on parle de l'impact de ton environnement sur tes objectifs. On va d'abord créer un cadre propice à ta réussite. Il faut vraiment que tu fasses attention à ton environnement. Donc, il y a différents types d'environnement. D'abord, on va voir l'environnement social et ses influences. Tu as probablement entendu dire, et ça j'en ai déjà parlé aussi dans les épisodes précédents du podcast, qu'on est la somme des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. C'est une phrase qui a une base scientifique, ce n'est pas dit au hasard. En psychologie sociale, l'effet de groupe et les influences sociales sont des phénomènes qui sont bien documentés. Et en gros, ton environnement, les personnes qui t'entourent, mais aussi les lieux dans lesquels tu évolues, jouent un rôle majeur dans ton développement personnel et dans ta capacité à atteindre tes objectifs. Et ça, on le note très bien, par exemple, chez les adolescents. Les fréquentations peuvent avoir un impact sur leurs actions. Prenons l'exemple de tes amis. Si tu passes beaucoup de temps avec des personnes négatives qui te disent que tes rêves sont irréalistes, que c'est trop difficile ou même qu'elles ne croient pas en toi, leur énergie et leurs croyances vont inconsciemment influencer la façon dont tu vois ton propre potentiel. A l'inverse, si tu t'entoures de personnes positives qui croient en toi et t'encouragent, tu te sentiras beaucoup plus confiante et tu seras beaucoup plus encline à avancer dans la direction de tes objectifs. Les neurosciences aussi ont montré que ton cerveau est en constante interaction avec ton environnement. En effet, ton cerveau social est activé par les autres. Les émotions des autres peuvent directement influencer ton humeur et tes décisions. Exemple, si être entouré de personnes qui réussissent peut avoir un effet d'entraînement et t'inspirer à persévérer dans tes propres objectifs. Donc il est vraiment fondamental de prendre conscience que l'environnement social et l'entourage ont un impact direct sur ton état d'esprit et ta capacité à avancer. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi l'environnement
physique qui joue un rôle tout aussi crucial et qui va jouer sur ta productivité et ton bien-être. Ton espace de travail, ton intérieur, les objets qui t'entourent, l'ordre ou le désordre, cela a un impact sur ton état d'esprit. La psychologie de l'environnement nous enseigne qu'un espace encombré ou désordonné peut entraîner des pensées dispersées, de la procrastination et même de l'anxiété. A l'inverse, un espace propre et organisé favorise la concentration, l'apaisement et la clarté mentale. Des études ont prouvé que l'ordre extérieur peut renforcer ton ordre intérieur. Si ton espace est agréable et inspirant, il va directement t'encourager à travailler et avancer dans tes projets. Et bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois transformer ta maison en un modèle de décor parfait. L'important, c'est que ton environnement soit adapté à tes besoins et à ton bien-être. Les objets qui t'entourent doivent te donner de l'énergie et du sens. Par exemple, si tu as un bureau où tu travailles, il peut être utile de l'aménager avec des éléments qui te rappellent tes objectifs. Des citations, des photos de voyage que tu rêves de faire ou des objets qui se connectent à ton pourquoi. En fait, ça va créer une ambiance où ton cerveau est conditionné à la réussite. Par exemple, si tu veux vraiment investir dans ton développement personnel et atteindre tes objectifs de carrière, garde des objets qui symbolisent ce que tu désires pour encourager ton bien-être mental à être constamment dans cette direction. N'hésite pas aussi à créer un environnement inspirant. Il y a certains éléments clés. C'est pas qu'une question de luxe ou de décoration coûteuse, mais plutôt de choisir des bons éléments qui soutiennent ta vision. Si tu veux atteindre un objectif de bien-être physique, cela pourrait être d'avoir une zone dédiée dans ta maison pour faire de l'exercice. Ça peut s'agir d'un petit coin yoga tranquille ou d'un espace pour ta séance de sport quotidienne. Si tu veux développer ton entreprise ou ton activité, un bureau organisé et agréable à travailler avec des éléments qui t'inspirent, ça peut faire aussi toute la différence. Et tu peux jouer sur certains éléments, comme l'éclairage, la lumière naturelle qui va stimuler la production de vitamine D. Ça, c'est vraiment essentiel pour la santé mentale. Une lumière douce pour les soirées, ça peut être vraiment plus apaisant. Donc maintenant, tu sais pourquoi il est crucial de créer un environnement inspirant. Voyons quelques exercices pratiques que tu peux mettre en place pour transformer ton environnement. Le premier exercice, ça va être de désencombrer et d'organiser ton espace. Ça peut être commencer par faire le ménage dans ton espace de travail ou chez toi, de jeter ce qui est inutile, en désordre, ce qui te stresse visuellement. Range et organise les éléments de manière à ce que ton environnement soit plus fonctionnel et agréable à vivre. N'hésite pas à rajouter des éléments qui t'inspirent, donc une photo de toi en vacances, une citation, comme je t'ai dit, une plante, des objets symboliques, etc. Le deuxième exercice, ça va être de créer un vision board. Donc on en entend beaucoup parler, moi ça fait des années que je vous en parle, des tableaux de visualisation. Tu peux prendre un tableau ou un grand poster et tu découpes des images de magazines, t'imprimes des photos, t'écris des mots-clés qui représentent vraiment tes objectifs et tes rêves. Place ce tableau dans un endroit où tu peux le voir chaque jour. Ça va créer un ancrage visuel constant à tes aspirations. Et prends quelques minutes chaque jour pour observer ton tableau de vision et ressentir de l'émotion en le regardant. Ça va te permettre de te connecter à tes objectifs et de stimuler ta motivation. Le dernier petit exercice que je dirais, c'est de créer un rituel d'ancrage. Identifie vraiment des rituels que tu peux effectuer dans ton environnement pour renforcer ta motivation. Exemple, allumer une bougie avant chaque session de travail, faire une courte méditation ou respiration avant de commencer ta journée. En fait, ces rituels permettront de marquer des transitions entre tes différentes activités en renforçant ainsi ton engagement à chaque étape de ta journée. Il est important de se rappeler que ton environnement n'est pas figé, doit être adapté à tes besoins et aux différentes phases de ta vie. Exemple, si tu as de jeunes enfants, il est difficile d'avoir une routine ultra structurée. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un environnement qui soutient tes objectifs. L'important est de rester flexible et d'adapter ton espace à tes contraintes. Ne culpabilise pas si ta routine ou ton environnement change avec le temps au fur et à mesure que ta situation évolue. Parfois, l'environnement qui te convient aujourd'hui ne sera plus adapté demain et ça, c'est OK. L'important est de toujours rester intentionnel dans tes choix, de voir comment ton espace de vie ou de travail peut t'aider à avancer vers tes objectifs sans pression. Donc ton environnement, qu'il soit social ou physique, joue un rôle fondamental dans ta capacité à atteindre tes objectifs. En choisissant soigneusement les personnes avec qui tu passes du temps et en créant un espace qui te motive, tu renforces ton engagement envers tes rêves. Il ne s'agit pas de rendre ton environnement parfait, mais de le rendre inspirant et fonctionnel et aligné avec la personne que tu souhaites devenir. Et rappelle-toi, ton environnement doit évoluer avec toi, en fonction de tes besoins, de tes phases de vie et de tes priorités du moment. Donc, créer un environnement propice à la réussite, c'est prendre soin de toi et se donner les meilleures chances d'aller de l'avant avec sérénité. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode et maintenant tu as toutes les clés en main pour réussir cette année. On a exploré ensemble comment transformer tes intentions en actions concrètes, comment cultiver ta résilience pour faire face aux défis
et comment ton environnement peut jouer un rôle déterminant dans ta réussite. Mais il ne suffit pas d'écouter, maintenant il faut passer à l'action. Et pour t'aider à y parvenir, je t'invite à découvrir le cahier d'auto-coaching Femmes Heureuses. C'est un véritable outil pour mieux te connaître, surmonter tes blocages et tes défis et enfin savoir où tu vas aller dans ta vie. Ce cahier te permettra d'écrire, de suivre tes progrès et de vraiment prendre le contrôle de tes objectifs. C'est vraiment l'outil idéal pour rester aligné avec tes envies et tes rêves. Et si tu veux aller encore plus loin, je te propose une séance découverte de coaching gratuit de 30 minutes. Ce sera l'occasion d'échanger ensemble sur tes objectifs, tes rêves et surtout sur les obstacles que tu rencontres. Nous pourrons aussi parler des solutions pour les surmonter et avancer avec confiance. Alors, ne laisse pas cette année passer sans poser les bases d'une véritable transformation. Profite de cette séance gratuite et du cahier d'auto-coaching pour t'accompagner sur ton chemin. Ensemble, on va travailler à t'aider à atteindre tes rêves, tes objectifs et à surmonter tes blocages et les peurs qui pourraient se mettre en travers de ta route. Donc, rappelle-toi, tu es capable de tout accomplir. Ça, je te le répète à chaque fois. C'est maintenant que tout commence. À très bientôt pour plus de soutien et d'accompagnement. Et si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et surtout n'oublie pas d'agir. Prends ton cahier, réserve ta séance découverte et transforme ton année dès aujourd'hui. Tu mérites ce que tu souhaites. À très bientôt pour un nouvel épisode.